Donc nous reprenons avec le dernier volet de la politique des empereurs romains et la fondation d'Antinopolis, suivie de la création de la Via Nova Adriana, dont l'inscription Hippone 80, datée du 25 février 137, proclame l'achèvement. Cette voie, longue d'environ 800 km, joignait Antinopolis à Bérénice. Et ce travail énorme, en fait, qui était en partie destiné au commerce, n'a jamais été véritablement utilisé par les marchands, bien que l'inscription célèbre cette voie qui passe par des lieux sûrs et tranquilles et qui est équipée de nombreux puits, stations et forteresses. En fait, la voie devait jouer surtout un rôle militaire afin de permettre le déplacement facile et rapide des troupes et contribuait donc à sécuriser toute la région. En résumé, la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle sont marqués par une politique ambitieuse et soutenue de contrôle total des deux rives de la mer Rouge, par une exploitation accrue des ressources du désert oriental, notamment les carrières du mons Claudianus et du mons Porphyrites, et par la création d'infrastructures favorables au commerce qui se maintient au plus haut de son intensité durant tout le 2e siècle. Le navire d'Abou Fendera, qui a coulé au sud de Bérénice dans le courant du 2e siècle, illustre cette phase du commerce. Il transportait des amphores Dressel-de-Cat d'Italie et d'Alexandrie, mais aussi des amphores égyptiennes et surtout des amphores gauloises 4 associées, donc venues transportant du vin de Gaule, associées à une amphore d'huile d'Espagne. Et de fait, dans les ports de l'Inde à cette époque, comme Roberta Tomber l'a expliqué l'année dernière, on trouve effectivement des amphores gauloises 4, mais on manque encore un peu de comptage pour estimer leurs proportions. Sur une aussi longue période, il y eut bien entendu des fluctuations, c'est-à-dire dans tout le 2e siècle. Dans la seconde moitié du 2e siècle, les carrières sont nettement moins actives que dans la première moitié. On décèle bien quelques expéditions pour extraire des blocs, pour des monuments qui ne sont pas encore identifiés, mais on est loin de la grande phase extractive qui se termine sous Antonin le Pieux. Les forts de la route de Bérénice, que nous avons fouillés ces dernières années, nous ont aussi montré que dans le second quart du 2e siècle, il y a eu des désordres, voire des abandons de forts. Alors, est-ce qu'ils sont liés aux effets de l'épidémie qui commence en 166 et qui se serait aussi manifestée à Bérénice? Je n'en suis pas totalement convaincu et je pense en tout état de cause qu'il ne faut pas surestimer l'importance de ces épisodes, car à la fin du règne de Marc Aurèle, la situation semble déjà bien reprise en main. En revanche, une 7e phase commence au début du 3e siècle. Je suis maintenant convaincu, comme je l'expliquais l'année dernière, que la construction du fort de Koussour-al-Banat est liée à une décision de l'administration de relier Myos-Hormos à Coptos par un système d'alerte contre les attaques des barbares relié par des signaux optiques. Mais cette entreprise, que peut-être le centurion d'Echimus était chargé de mener à bien, ne fut pas terminée et le réseau ne fonctionna jamais, probablement parce que le port de Myos-Hormos fut abandonné à cause de son envasement. On assiste alors, dans la première ou la seconde décennie du IIIe siècle, au retrait des troupes des praesidia, c'est-à-dire des forteresses de la route, et évidemment de Myos-Hormos elle-même. Le port alors perd certainement sa qualité de port désigné. Il s'agit d'un événement dont il faut prendre la mesure. L'envasement du port était un phénomène constant. Au cours du IIe siècle, les Romains l'avaient combattu par des dragages. Et nous avons vu que les fouilles américaines avaient repéré des déchets de drague, des rejets de drague en bordure nord du chenal d'accès. Avec les techniques de l'époque, le dragage régulier n'était pas une tâche insurmontable. Et nous savons par les fouilles de Marseille et celles de Naples que ces deux ports, par exemple, ont été dragués à plusieurs reprises depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ et tout au long de la période romaine.
On utilisait pour cela des bateaux spécialement conçus et donc la technique était parfaitement au point. Je crois donc que la décision de ne plus draguer le port de Myosormos, la mesure de retrait des troupes de la route que l'on appelait l'Odos Myosorbitike et l'abandon des projets de liaison par relais optique sont les signes d'un repli du commerce oriental et d'un changement de politique de la part de l'administration. Dans une phase d'expansion, il ne fait pas de doute que l'armée aurait procédé aux travaux nécessaires au maintien du port en activité, travaux qui étaient nullement hors de sa portée. L'abandon de Myosormos est donc probablement la conséquence d'un recul du commerce oriental, éventuellement provoqué par une baisse de la demande, mais les données jusqu'ici publiées ne permettent pas de mesurer ces fluctuations commerciales. En effet, nous ne disposons pas encore de comptage par unité stratigraphique de la vaisselle et des amphores de Bérénice, et c'est une question dont l'étude doit se poursuivre en prenant en compte le matériel de cette époque trouvé tant dans les ports de la mer Rouge que dans les épaves et dans les ports de l'Inde. Toutefois, il n'y a pas de solution de continuité jusqu'au troisième quart du IIIe siècle dans les forts de la route de Bérénice, ce qui prouve que l'administration impériale continua de sécuriser cet axe dont les rentrées fiscales restaient certainement élevées. C'est à partir de cette époque, probablement sous Caracalla, que des détachements d'archers palmyréniens furent déployés dans les forts de la route. Ils sont connus par des inscriptions de Bérénice, par des ostracas, par des pièces d'habillement particulières qui ont été trouvées à Didymoï, à Dios et à Xéron-Pélagos. Et si on prend l'exemple de ce dernier fort, on reconnaît aisément leur casernement à leurs formes irrégulières et à la multiplication des silos individuels pour contenir le blé. Les débuts du IIIe siècle voient aussi une reprise de l'exploitation des carrières au Mons Porphyrites et surtout au Mons Claudianus, où l'extraction est relancée par les Sévères pour la construction du Septisonium et surtout des thermes de Caracalla. Mais nous avons vu que malgré une probable inspection, la carrière de Domitiane, elle, ne fut pas réouverte. Nous en venons maintenant à la 8e phase de l'exploitation du désert et du commerce qui couvre le dernier tiers du IIIe siècle de notre ère. Au cours de cette 8e période, on assiste à une crise sécuritaire, démographique et commerciale. Nous l'avons vu l'année dernière à propos du fort de Xéron-Pélagos, que nous pouvons dater désormais le retrait des troupes, à l'époque donc composée d'archers palmyréniens, de 270 après Jésus-Christ, c'est-à-dire du moment de l'annexion de l'Égypte par le royaume de Palmyre sous Zénobie. L'histoire que racontent les écrivains de l'histoire auguste sur l'usurpateur Firmus est intéressante dans ce contexte, même si l'histoire elle-même est controuvée, bien entendu, car elle montre que l'on tenait pour vraisemblable la collusion de certains personnages orientaux avec les tribus du désert. Avant d'usurper le pouvoir, ce personnage, probablement fictif, qui était censé être natif de Séleucie, avait été un commerçant ayant fait fortune dans le commerce érythréen. Il aurait alors contracté une alliance avec les Blémis et les Saracènes et aurait pris le parti de Zénobie. C'est dans le passage sur les 40 tyrans en 3:1. Dans la même ambiance, le roman Les Éphésiaques de Xénophon d'Éphèse, dont la date n'est malheureusement pas précise, peut-être le 2e ou le 3e siècle, donne un tableau de l'idée qu'on se faisait des dangers courus dans le désert oriental en proie aux bandits et aux nomades, souvent confondus. Dans le roman, le bandit Hippotus, après avoir ravagé la Syrie, s'en vient en Égypte et, je cite, « recrutant quelques jeunes Égyptiens qui servaient en même temps de guides, les bandits fondirent sur Coptos. » C'est au-delà de cette ville qu'il devait s'établir pour arrêter les marchands qui passent journellement en Éthiopie et aux Indes. 300 hommes de la troupe d'Hippotus occupèrent les hauteurs de l'Éthiopie et l'autre moitié, qu'il commande lui-même, vint se poster presque en face, à peu de distance, en sorte qu'aucun voyageur
ne pouvaient leur échapper. Ils arrêtaient jusqu'aux moindres passions. Et vous trouvez ce passage dans les Éphésiaques en 4.1. À partir de 270, après une phase où le pouvoir romain a tenté de contenir les barbares en leur offrant des aides alimentaires sous forme de distribution de blé et probablement de pain, et je vous rappelle ces ostracas trouvés à Xéron Pélagos qui montrent ces distributions de blé, les barbares blémis, dont Festus Avenus, dans la description de la terre, évoque la peau noire et la taille mince et élancée, ces barbares se révoltent. Les carrières sont alors toutes abandonnées, diminuant encore la présence militaire dans la zone. Celles du mont Claudianus et du mont Sophiates ne seront plus exploitées par la suite. En revanche, les gisements d'or, comme celui du Bir Samout, sont à nouveau exploités par des individus qui utilisent de la céramique modelée, que l'on appelle en termes techniques Eastern Desertware, qui pourrait être donc celle faite par les indigènes, et ces exploitations pourraient être le fait des tribus locales dont les initiatives auraient été libérées par la fin du contrôle militaire. Un phénomène similaire peut être aussi observé au mont Smaragdus, où les mines d'émeraude restent sous contrôle du pouvoir impérial depuis au moins 18 après Jésus-Christ, date à laquelle Publius Juventus Rufus est alors directeur des mines d'émeraude, c'est l'inscription Ipan 51, jusqu'en 260-268, qui est la date de la dernière dédicace connue, Ipan 69, qui est faite dans un des temples durant le règne persan de Galien. Mais peu après Galien, donc, les mines sont exploitées par les tribus locales qui profitent des infrastructures existantes et ils ont laissé un peu partout des vases de ce type-là en Eastern Desertware datables des 3e et 4e siècles. Et selon Épiphane de Constantia, le mont Smaragdus est alors abandonné aux blémis et le restera même après la reprise en main du désert par Dioclétien. Le retrait de l'armée laissa donc un libre champ aux blémis et ils s'emparèrent de Phoinikon, c'est-à-dire l'oasis qui est au confluent des deux routes de Myosormos et de Bérénice, selon Olympiodore de Thèbes cité par Photius en 30-62. Ils s'emparèrent peut-être de Bérénice, mais là on n'a pas de certitude textuelle, et certainement de Coptos vers 279-280, comme nous le rapporte Zosime au livre 1, paragraphe 71-1. L'empereur Probus les en expulsa, si l'on en croit sa vie dans l'Histoire Auguste, en 17-2-3, mais ils y revinrent, puisqu'il a fallu attendre septembre 296 pour que Dioclétien les chasse de Coptos. La crise fut probablement aggravée par les ravages de la peste dite des Cypriens, qui fit de nombreuses victimes en Égypte entre 250 et 271 au moins. Et donc on avait à cette époque-là une dépression démographique qui a pu favoriser leurs entreprises. Une récente fouille à Thèbes, ouest, a mis au jour un charnier d'épidémies qui remonte à cette période dans la tombe de Haroa et d'Ariménro. Cette dépression démographique a donc pu favoriser les offensives des blémis en débilitant la résistance locale. Certainement, le commerce érythréen pâtit fortement de ces événements, même si les produits orientaux continuaient à parvenir dans l'Empire par d'autres voies, notamment des voies terrestres. Donc on a à cette époque-là une crise très grave et qui cesse en fait avec la reprise en main de Dioclétien qui ouvre une 9e période en 296, c'est-à-dire au moment de la victoire sur les blémis. La répression des révoltes paysannes, celle de Lucius Domitius Domitianus et la pacification de la Thébaïde complètent cette reconquête par le pouvoir romain. Et cette reconquête se concrétisa d'abord par l'installation de la 3e légion Docletiana dans un camp construit autour du temple de Luxor,
que vous voyez ici. Et c'est d'ailleurs de ce camp que dérive le nom actuel de Luxor, hein, puisque c'est Al-Qsur, le camp. Ce camp légionnaire de 3 hectares, un peu plus de 3 hectares 72 exactement, abritait environ 1500 hommes et fut construit en 301. Sa dédicace, gravée sur le tétrapyle du camp, porte une date entre le 10 décembre 301 et le 1er janvier 302. L'ancien naos du temple de la 18e dynastie fut orné d'une grande peinture montrant les tétrarques Dioclétien, Maximien, Galère et Constance en majesté, faisant un sacrifice dans l'abside en présence de l'armée dont les officiers, les fantassins et les cavaliers sont représentés de part et d'autre. Je vous renvoie à ce sujet à la publication de ce camp militaire par Mohamed El-Saghir, Jean-Claude Golvin, Michel Rédé et El-Sayed Eghazi et Guy Wagner dans un ouvrage qui s'appelle « Le camp romain de Luxor » paru en 1986. Parallèlement, Dioclétien déplaça la 10e légion fretensis de Jérusalem à Haïla, aujourd'hui Aqaba, pour défendre la partie nord de la mer Rouge. Les défendre notamment contre les attaques des Saracènes, un groupe de nomades arabes qui parcouraient et rasiaient le Sinaï, le Negev et la Transjordanie. C'est au cours de cette période et tout au début du IVe siècle que l'on doit dater la réouverture des mines, des carrières du Mons Porphyrites, mais seulement de celles-ci. Nous avons vu que c'est alors que sont refaits les enduits du fort et que se développe l'extraction dans les carrières du Lycabette, très active durant tout le IVe siècle et le début du Ve siècle, époque durant laquelle le porphyre est très utilisé pour la décoration des pavements des palais impériaux, pour la taille de colonnes et de bassins et aussi de sarcophages destinés à la famille impériale. L'exploitation se maintient, nous l'avons vu, jusqu'au premier quart du Ve siècle, après lequel les carrières seront définitivement abandonnées. La politique d'affirmation militaire se manifesta aussi par la fondation du fort d'Abouchar en 309-311, dans le but, nous dit une inscription, de rétablir la sécurité et de protéger le commerce. Comme le port de Myosormos était définitivement envasé, l'armée chercha un autre mouillage plus au nord pour le remplacer et servir de base à sa police navale et terrestre. Vous voyez, Myosormos ici, donc, qui était abandonné, et on crée une nouvelle base à cet endroit-là. Il fallait en effet sécuriser les côtes car les blémis avaient dû se rendre coupables aussi d'actes de piraterie sur les navires de commerce et il fallait donc sécuriser tout ce secteur. En revanche, les forts de la route de Bérénice ne furent pas réoccupés par l'armée. Le seul point d'appui que l'armée conserva dans le courant du IVe siècle fut l'oasis de Phoinikon, que le pouvoir ne pouvait pas laisser entre les mains des blémis. La notice des dignités, la Notitia Dignitatum, de la partie orientale de l'Empire, paragraphe 31-49, rédigé entre 379 et 397, y mentionne le stationnement d'une aile de palmyrénien. Ce point d'appui se révéla d'ailleurs essentiel lorsque, après la perte des mines d'or de Dacie et surtout après le partage de l'Empire, donc à la fin du IVe siècle, il fallut, dans le courant du Ve siècle, remettre en exploitation les mines d'or. Voici ici le fort d'Abouchar, tel qu'il a été fouillé par Steve Sidebottom et sa reconstruction, et les mines du Wadi Fawahir. Donc ces mines furent à nouveau réexploitées de façon très intensive à partir du début du Ve siècle, comme l'ont montré les travaux de l'équipe de l'Oriental Institute de Chicago sous la direction de Carol Meyer. Et cette exploitation renouvelée aboutit à couvrir les alentours de l'ancien puits de Persou
de plus d'un millier d'habitations de mineurs, dont vous voyez ici un exemple. L'abandon définitif des forts de la route de Bérénice signifie selon moi que les pratiques du commerce et du transit, très affaiblies durant la crise qui s'étend de 270 à 296, ont connu alors une mutation quant aux routes empruntées. Comme il était impossible de traverser le désert, trop dangereux à cette époque, les navires ont dû chercher à toute force à remonter jusqu'à Clysma. Étant donné que le régime des vents n'avait pas changé pour autant, il faut penser que les transporteurs ont dû adopter leurs pratiques, probablement en transbordant des marchandises à Bérénice dans des bateaux plus petits et plus manœuvrants, susceptibles de tirer des bords jusqu'à Clysma. Ce type de transbordement est une pratique courante, notamment lorsque des marchandises qui arrivent par bateau de mer doivent remonter un fleuve. Cette façon de procéder est attestée en mer Rouge à l'époque islamique, durant laquelle de petits bateaux, qui sont d'ailleurs appelés bateaux de Kolsoum, sont utilisés. Et je pense donc que la mutation, elle se passe certainement à cette époque-là. Est-ce que le canal de Nil à la mer Rouge, qui n'avait cessé d'être entretenu, si l'on en croit les attestations papyrologiques, servit enfin pleinement au commerce grâce à ces transbordements? Un indice est peut-être donné par l'importation à Adulis, le port du royaume d'Aksum, de blocs de marbre extraits de carrières méditerranéennes, blocs qui ont servi à décorer des églises. C'est la première fois qu'un tel commerce est attesté dans la mer Rouge, et il ne peut se faire que si les blocs sont transportés par bateau, et donc par le canal, mais il est vrai que dans ce sens, le voyage se fait au vent portant. Clysma, dont vous voyez ici une vue de l'extension, montre des signes de prospérité du IVe au VIIe siècle, attestés à la fois par les textes et par l'archéologie. Les fouilles y ont mis notamment au jour des termes publics de cette époque, qui sont situés dans cette partie-là, qui sont assez développés, et on y a aussi trouvé de nombreuses monnaies des IVe et Ve siècles. Pierre Diacre, au XIIe siècle, mais qui écrit peut-être en se fondant sur le récit d'Égérie, écrit que Clysma accueille les bateaux de l'Inde et que c'est une place que les marchands indiens fréquentent et où l'armée est présente. La douane, qui auparavant était surtout à Coptos, nous l'avons vu, est maintenant établie à Clysma. Vers la fin du Ve siècle, un édit de l'empereur Anastase mentionne un commerciarius, c'est-à-dire un contrôleur des douanes, en poste à Clysma, ce qui prouve, s'il en était besoin, que l'État y prélevait des taxes. Dans l'autre golfe au nord de la mer Rouge, Aïla, aujourd'hui Aqaba, prend de l'importance aussi à partir du IIIe siècle et surtout au IVe et Ve siècle. Eusèbe mentionne Aïla comme port dans l'Onomasticon, paragraphe 6, et la ville est fortifiée à la fin du IVe siècle, si l'on en croit les fouilles récentes. Elle produit alors son propre type d'amphore caractéristique de la fin du IVe siècle jusqu'au VIIe siècle, un type d'amphore très largement diffusé en mer Rouge, jusqu'à Adulis et même jusqu'en Inde. Yotabé, une île située à l'entrée du golfe d'Aqaba, est aussi le siège d'un collecteur de taxes romain. En 473, un arabe, Amorkessos, s'empare de l'île et lève des taxes pour son profit. Mais en 498, Romanus, dux de Palestine, fit une campagne contre les tribus arabes et reprit Yotabé en remettant la main sur le péage. L'île fut à nouveau perdue quelque temps après, car en 534, une autre expédition militaire fut nécessaire pour la reprendre. Cette succession d'événements autour d'un poste de douane montre que le trafic commercial était encore actif, au moins jusqu'au début du VIe siècle, et suscitait des convoitises de la part des pouvoirs en place. Plus au sud, Bérénice renaît au cours du IVe siècle. Et j'ai dit l'année dernière pourquoi je pensais que cette renaissance datait plutôt de la première moitié du siècle. Le port connaît alors une grande activité jusqu'au VIe siècle, à la fois comme point de débarquement de marchandises et surtout, je le crois, comme un lieu de transbordement
dans des navires plus petits qui étaient aptes à remonter jusqu'à Clysma ou jusqu'à Aïla. Désormais, le trafic des marchandises indiennes et des aromates, également des marchandises africaines et arabes, ne passe plus qu'occasionnellement par le désert, dont les routes ne sont plus sécurisées par l'armée. Les citernes sont d'ailleurs remplies de sable et les puits ne sont probablement pas utilisables, en tout cas pas tous utilisables. Les graffitis des IVe et Ve siècles, gravés dans le désert, notamment au Wadi Meni, et les céramiques éparses découvertes dans les forts, montrent que certaines caravanes s'aventurent encore, probablement après avoir passé un accord avec les Blémis et sous leur conduite. Au cours de l'Antiquité tardive, les marchands et les marins côtoient les nomades qui habitent peut-être en partie dans Bérénice, si l'on en croit les fouilles de Saïd-Botam, et qui de toute façon sont enterrés tout autour. Et donc il faut imaginer qu'ils jouent le rôle de guide pour traverser le désert. S'y côtoient aussi à Bérénice païens et chrétiens, bien après la fin du IVe siècle. Et nous le savons parce qu'on a fouillé des temples qui sont à peu près contemporains, des temples païens, par exemple ici et dans la partie nord de la ville, avec une église chrétienne. Le renouveau du commerce, voici un des temples païens fouillés par Saïd-Botam en 2012, et donc le renouveau du commerce en mer Rouge semble d'ailleurs avoir été facilité par la diffusion du christianisme parmi les peuples et les marchands, créant une communauté de pensée, une culture commune, et relançant des besoins en matière rituelle par l'adoption des résines et des huiles aromatiques pour le culte divin, mais pour le culte chrétien. Les chrétiens se répandent d'ailleurs dans le désert, créant des communautés érémitiques dans des lieux isolés, dont les monastères de Saint-Paul et Saint-Antoine sont les héritiers. Mais on les trouve aussi bien dans les anciens forts, dont ils détruisent des sanctuaires païens, comme à Dios et à Didumoy, que dans les anciennes carrières qui deviennent, au cours du Ve siècle, des lieux de retraite, comme nous l'avons vu au Mons Porphyrites et au Mons Claudianus, avec le site de Dikal. Le royaume d'Aksum, évangélisé par Frumentius, devient chrétien dès le premier quart du IVe siècle de notre ère, et ce changement coïncide avec une montée en puissance du royaume. En 327, Ellahamida, roi d'Aksum, saisit des bateaux romains dans la mer Rouge en représailles d'opérations militaires de Constantin contre les Blémis. Peu après, Théophile l'Indien, appelé ainsi car il était natif de l'île de Socotra, fut envoyé arianiser l'Arabie vers 340 sur ordre de Constance II. Progressivement, tous les ports de la mer Rouge se dotèrent d'églises. On en connaît à Aïla, on en connaît à Clysma, et l'équipe de Steve Saïd-Botam en a fouillé une à Abouchar et une autre à Bérénice. 3 églises ont été dégagées dans le port d'Adoulis au début du XXe siècle. Certains indices montrent d'ailleurs que la hiérarchie ecclésiastique avait des intérêts dans le commerce érythréen, notamment pour se procurer l'encens et l'huile de nard nécessaires au culte. Roberta Tomber a montré que la diffusion des monnaies romaines et des amphores Late Roman Amphora I, III et des amphores d'Aqaba sur les côtes de l'Égypte, de l'Arabie, de Ceylan et de l'Inde prouve une reprise des échanges dans la mer Érythrée au cours de l'Antiquité tardive. Au vu de la diffusion ubiquiste de la céramique modelée d'Aksum en mer Rouge, les Aksumites jouaient certainement un rôle important, notamment en tant qu'intermédiaires. À ce propos, je voudrais signaler que parmi le matériel des couches de cette période, surtout constitué, nous l'avons vu, de Late Roman Amphora I, la découverte d'un vase fabriqué dans le royaume d'Aksum, que nous avons trouvé dans un niveau de sable postérieur à l'abandon du fort de Didumoy, est assez significative et symbolique de cette présence des Aksumites dans le courant du IVe siècle ou au début du Ve siècle. Mais la faible présence de ces mêmes céramiques en Inde indique que le commerce avec cette contrée était aussi, jusqu'au début du VIIe siècle, matière d'échange indirect avec les commerçants de certains ports d'Égypte et de la côte du Malabar.
Dans tout ce secteur, on trouve en effet des monnaies de bronze des 3e et 4e siècles qui sont extrêmement abondantes. L'expositio Totus Mundi et Gentium, au paragraphe 35, qui est un tableau des ressources de l'Empire rédigé vers le milieu du IVe siècle, nous informe qu'Alexandrie continue de recevoir de grandes quantités d'aromates et de marchandises barbariques qui viennent de la corne de l'Afrique. Jean Desange rappelait dans son ouvrage sur l'activité des Méditerranéens qu'une loi émise en 356 interdit aux commerçants en rapport d'affaires avec les Aksumites et les Arabes de demeurer plus d'1 an à Alexandrie, ce qui prouve que leur présence, probablement nombreuse, y créait des problèmes. C'est dans le Code théodosien en 12.2. Enfin, le témoignage du Liber Pontificalis montre que les églises, notamment celle de Rome, faisaient une grande consommation d'encens et d'huile de nard pour ses autels et qu'elles s'étaient assurées d'un approvisionnement régulier par des donations impériales. Ces donations consistent en domaines qui fournissent des sommes importantes en solidi d'or, mais aussi en substances aromatiques en nature, telles que le baume, l'encens, la myrrhe, le nard, les clous de girofle des Moluques, la casse du sud-est asiatique, etc. Et tout ce commerce, cette importation, qui évidemment disparaît à nos yeux, trouve un écho dans les perles de verre trouvées à Bérénice et à Nikésia, perles de verre qui viennent de ces régions, c'est-à-dire du sud de l'Inde, de Ceylan et même de Java, et qui sont donc en quelque sorte le témoignage de ce commerce des substances aromatiques au cours des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ. Ces domaines ecclésiastiques étaient donc impliqués, plus ou moins directement, dans le commerce oriental à cette époque, exportant leurs produits agricoles et possédant probablement des bateaux de haute mer. En un sens, le Martyrium Sancti Aretae porte témoignage de l'autorité de l'Église sur la flotte de la mer Rouge, puisque l'empereur charge l'évêque d'Alexandrie de faire des réquisitions de bateaux pour les envoyer faire la guerre contre le royaume d'Iméar au début du VIe siècle. Cette phase se conclut au VIe siècle avec l'abandon de Bérénice et commence alors la 10e et dernière phase du commerce et de l'exploitation du désert qui concentre l'activité dans le nord de la mer Rouge. L'abandon de Bérénice se produit au plus tard vers 550 et les ravages de la peste bubonique qui dut entrer dans l'Empire par Clisma, puisqu'elle apparut d'abord à Péluse en 541 pour se répandre ensuite à Alexandrie et à Gaza, marque un tournant dans ce commerce. Désormais, tous les ports situés au sud, y compris Nikésia, sont abandonnés et les bateaux doivent remonter par force jusqu'à Clisma, Aïla ou Yotabé, où sont établis, nous l'avons vu, des postes de douane qui sont encore florissants mais disputés. Cette situation prépondérante des ports du Nord est bien reflétée dans le Martyrium Sancti Aretae que je viens de citer, qui, en 524-525, indique que Aïla et Clisma fournissent 35 navires sur les 70 envoyés faire la guerre, et alors que les ports du Sud n'en fournissent pratiquement plus. Procope, dans l'Histoire des guerres, au livre 1, 19-24, souligne lui aussi le rôle d'Aïla dans le commerce avec l'Inde. Il est vraisemblable que cette concentration du commerce dans la partie nord de la mer Rouge était due, comme Ward l'a récemment rappelé en 2007, à l'insécurité grandissante le long des côtes et à l'impuissance du pouvoir impérial à maintenir la sécurité. Rappelons que Justinien a dû retirer des troupes d'Égypte pour ses campagnes en Italie et en Afrique, et que d'autre part, l'empereur poussa à la création du monastère fortifié de Sainte-Catherine afin de protéger les moines des raids des nomades et des habitants de la région. Les Saracènes, en effet, attaquent le Sinaï, et vous trouvez la référence dans Procope ou dans le De Aedificiis, livre 3, paragraphe 8.1, et faisaient pression sur Aïla,
qui renforça ses murailles à la fin du VIe siècle par des contreforts internes en briques crues. L'attraction du commerce érythréen vers les ports du Nord, toujours aussi difficile à atteindre dans les conditions de l'époque à cause du régime des vents, et l'impossibilité de transborder les marchandises dans le port de Bérénice implique que probablement un autre port de transbordement fut activé. Ce pourrait être le rôle d'Aïdab, à 260 km au sud de Bérénice, qui fut, nous le savons, un port du Hadj au début de l'époque islamique. Dans ce cas, le commerce ne s'interromprait pas au début du VIe siècle. Mais il est aussi possible que le commerce utilisait désormais uniquement de plus petits bateaux et donc qu'il n'y avait plus de trajet direct avec l'Inde. La confusion grandissante sur la notion même d'Inde implique qu'il n'y ait plus de contact. Le terme Inde désigne en effet la corne de l'Afrique, l'Érythrée, le royaume d'Aksum, tout à la fois, et non plus l'Inde véritable. Cette confusion est déjà perceptible dans certains écrits du Haut Empire, mais devient prépondérante au VIe et VIIe siècle de notre ère. La relative prospérité de Clysma et d'Aïla se perpétuera après la conquête islamique, qui semble s'être réalisée pacifiquement dans cette région. En 630, Jean, évêque et gouverneur d'Aïla, fit reddition de la ville à Mohammed et obtint la protection pour ses bateaux. En 642, le calife Oumar ordonna de nettoyer la boue qui encombrait le canal qui aboutissait à Clysma afin de le rendre à la navigation entre le Nil et la mer Rouge. Clysma devint alors le port de transit du tribut en nature que les nouveaux conquérants envoyaient à Médine et à la Mecque, deux villes qui étaient dépourvues d'oasis et donc totalement dépendantes des importations de blé. Selon Al-Muqaddasi, 3000 charges de chameaux de blé égyptiens étaient ainsi envoyées chaque semaine à Djeddah. Le déclin de Clysma vint en fait de l'ensablement du canal. En 767-768, le canal fut en partie rempli pour contrer une attaque et toutes les tentatives de remise en eau par la suite échouèrent. En conséquence, la ville s'étiola progressivement et le commerce avec l'Arabie et l'Inde semble s'être fortement réduit. En résumé, les visées politiques, qu'elle soit l'application d'une stratégie militaire ou de manifestations de prestige, ont conditionné, provoqué, favorisé l'exploitation du désert et le développement des activités commerciales. Et donc, comme aujourd'hui, la volonté politique a eu un effet décisif sur l'économie qui, par les taxes prélevées, ont en retour financé le maintien des infrastructures et de la sécurité tout au long des périodes ptolémaïques, romaines, byzantines et au début de l'époque islamique. À la fin de l'Antiquité, les vicissitudes militaires et démographiques ont d'abord abouti à l'abandon des carrières, puis à l'effritement et à l'effondrement du commerce érythréen. Le commerce de luxe, qui ouvre des voies nouvelles et à long rayon, est en effet fragile, car même provoqué par un besoin impérieux en matière de luxe, en matière de rites religieux, comme les résines et les parfums utilisés dans les cultes païens d'abord puis chrétiens ensuite, et en matière de pratiques culinaires, et nous l'avons vu pour les épices et l'importance du poivre, ce commerce de luxe est soumis à de multiples paramètres que les conditions politiques peuvent modifier radicalement. Parallèlement, l'exploitation non économique des carrières impériales, qui nécessitait une énorme mobilisation des ressources improductives, ne pouvait être soutenue que par un empire florissant et puissant. Leur exploitation, limitée à la période entre Auguste et Sévère Alexandre, est l'exact reflet de la période impériale. Le renouveau limité au porphyre que nous avons vu au cours du IVe siècle est lui aussi l'écho du rétablissement de l'Empire. Cette économie fragile nécessitait donc une demande soutenue de la part des classes dominantes, des capitaux énormes pour rémunérer les troupes et les carriers, pour armer les bateaux, pour payer les cargaisons, pour avancer les sommes nécessaires aux prêts pour acheter les marchandises. Elle nécessitait aussi des réseaux actifs d'informateurs et un investissement constant
des pouvoirs publics dans la sécurité des transports, dans une zone que nous avons vue désolée et inhospitalière. Mais, nous l'avons vu aussi, cet investissement a été compensé par de très belles rentrées fiscales qui sont bien mentionnées par le papyrus de Musiris et par les inscriptions de Palmyre. Ces conditions, donc, qui connurent plusieurs crises, nous l'avons vu au cours du millénaire du commerce érythréen, c'est-à-dire entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le VIIe siècle après Jésus-Christ, ces conditions se détériorèrent à partir du VIe siècle et n'étaient plus remplies au 7e, 8e siècle, ce qui explique pratiquement l'abandon de ce commerce et la fin de notre histoire. Je vous remercie et je vous rappelle que cette année, je n'ai pas fait de séminaire car j'organise les 30 et 31 mars 2016, ici même, un colloque qui invitera tous les chercheurs qui ont travaillé dans ce secteur depuis une trentaine d'années, que ce soit aussi bien nos collègues anglais, américains, italiens ou français, à présenter leur propre vision de leur recherche, et je leur ai demandé donc de nous présenter non pas des points ponctuels, mais une synthèse de ce qu'ils ont fait, synthèse qui sera ensuite publiée dans la collection électronique du Collège de France et qui sera disponible en français, en anglais et je l'espère aussi en arabe. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous au 30 et 31 mars après notre nouvelle campagne dans le désert égyptien.